j'ai simplement besoin de dire à quel point, à un moment donné, ces élites sont dans le déni de réalité. C'est-à-dire qu'ils refusent la réalité. C'est-à-dire que tu as un Delanoë qui arrive à te dire tranquillement devant un journaliste que ça va beaucoup mieux à Paris, que c'est moins pollué, qu'on roule mieux, que les Parisiens sont contents, que tout le monde est content. C'est-à-dire que ça fait vraiment penser à des périodes de fin de règne, tu sais, dans l'histoire passée. Tu sais, quand le monarque refuse de voir la réalité et s'enferme totalement dans son mensonge et avec la dangerosité. Et c'est Néron brûlant, tu sais, regardant Rome brûler, et, tu vois, il y a ce côté-là. Hein. Et Delanoë, c'est ça. Quand il dit non, non, il y a moins de pollution qu'avant. Alors, non, non, il y a des embouteillages partout. Non, non, ça va très bien. Les Parisiens sont très contents. Ils sortent des stats, etc. Et quand des gens, pour continuer à se sentir en phase avec eux-mêmes, sont obligés de nier la réalité à ce point-là, c'est-à-dire de dire qu'il fait jour alors qu'il fait nuit, en gros, c'est que ça va très très mal, quoi. C'est très mal pour eux, très mal pour le pays, parce que c'est quand même eux qui dirigent, et que ça peut... Je pense qu'on peut pas rester très longtemps au pouvoir en disant qu'il fait beau quand il pleut, quoi, tu vois, c'est pas possible. Donc là, j'attends de voir quand Delanoë va se casser la gueule, et moi, comme je suis un type qui fait des prévisions et qui se trompe rarement, parce que j'avais quand même prévu le non à la Constitution à 56%, j'étais le seul qui était monté aussi haut, ça fait 55,5. Je pense que Delanoë va perdre les prochaines les élections de Paris, il les perdra là-dessus, il va se fâcher avec les Verts, parce qu'il va essayer de se sortir de la dinguerie des Verts qui vont se retourner contre lui, c'est-à-dire que ça va terminer dans un bordel complet, son truc. Parce que c'est les Verts qui sont en train de le tuer, c'est clair. Qui sont les idiots utiles comment dirais-je, des spéculateurs immobiliers. Parce que la seule explication rationnelle de toutes ces conneries, c'est que ça fait exploser le prix du mètre carré à Paris. Parce que ça empêche tous les travailleurs de travailler. C'est-à-dire que quand vous avez un petit chauffagiste sur le quai de Valmy qui peut plus se garer en double fil, il est obligé de partir en banlieue, et là il y a un bobo qui arrive et qui se fait un magnifique loft dans son... Alors qu'avant c'était un chauffagiste, quoi. Et donc on voit bien qu'en fait la réalité, l'espèce de délire des écologistes, et ce sont les idiots utiles des spéculateurs immobiliers, à mon avis, parce qu'on voit très bien que ça fonctionne très bien ensemble. Alors il y a ceux qui le savent, qui sont de purs salauds, et puis les crétins de la base, quoi, les idiots utiles. Et je pense que les écologistes, c'est ça, c'est une nuisance. Avant on avait avec les écologistes, on a une double nuisance. On a la nuisance de la pollution et la nuisance écologiste en plus. C'est la pollution écologiste. Ça s'est surajouté, quoi. Et on a donc des salauds et des crétins, quoi. C'est les deux strates, quoi. Et je pense que ceux un jour qui feront les frais s'il y a une période un peu révolutionnaire, un peu troublée, je pense que les écologistes feront partie de ceux qui passeront à la trappe et à la casserole. Parce que comme trahison d'un projet et d'un programme... on ne peut plus être écologiste à cause d'eux, alors que pourtant c'est le vrai problème, l'écologie, c'est évident. Hein, mais quand on voit ce qu'ils en ont fait, c'est un cauchemar. Ouais, c'est en train de devenir une espèce d'écomusée. Hein. Il y a cette côté transformer Paris en musée pour touristes. Hein. C'est Amélie Poulain généralisée. Et ça devient une ville incroyablement triste, surtout. On s'y emmerde terriblement. C'est une ville de bourgeois falsifiée, parce que le charme de Paris, c'est une ville populaire et une ville réellement de mélange social. Et à quel point ça s'est accéléré, à quel point on s'emmerde, à quel point c'est les gens de gauche qui l'ont fait, c'est ça qui est tragique, et au nom en plus de la festivité, du festif, au nom de... Je sais pas ce que c'est que la nuit blanche et Paris-Plage. Enfin, Philippe Muret a fait le boulot, on va pas le redire, mais c'est consternant, quoi. Comment... quand on les jugera, enfin, quand on aura le recul historique et qu'on verra Moi, je me suis tapé comment il s'appelle, Christophe Girard. J'ai fait un texte sur Christophe Girard que vous pouvez relire Jusqu'où va-t-on descendre. Le cadre chez LVMH qui prend en charge le festif parisien, c'est cauchemardesque d'ennui, d'élitisme sordide et surtout l'élitisme dans tout ce qu'il a de condamnable. C'est-à-dire ça n'a que l'arrogance de l'élitisme, mais ça n'a aucune qualité, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien de supérieur là-dedans. Hein. C'est effectivement, moi quand j'avais écrit Jusqu'où va-t-on descendre, l'idée c'est comment est-ce qu'on peut descendre encore plus bas, quoi. Et là on n'est pas loin de toucher le fond, à mon avis. Hein. D'ailleurs le truc des embouteillages, c'est marrant, c'est que ils ont fait des espèces de rues piétonnes sur les grands axes. Alors au début ça gêne la circulation, puis on se dit ils vont arrêter, c'est du symbolique, parce que moi je pensais que c'était du symbolique. Mais ils continuent. Et je pense qu'on arrivera à un moment donné à un Paris bloqué entièrement. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un Paris où aucune voiture ne peut rouler, c'est-à-dire aucun pompier ne peut rouler, on ne peut plus amener personne à l'hôpital, les braqueurs peuvent braquer toutes les banques qu'ils veulent parce que la police ne peut plus non plus bouger, parce que c'est ça, on y est presque. S'ils continuent à amener leur projet à bien jusqu'au bout, ça sera la paralysie totale de Paris. Or, ça ne peut pas arriver, donc ça veut dire qu'ils sauteront avant. Et à un moment donné, il faudra que, quand on voit les milliards que ça coûte, parce qu'il faut voir ce que ça coûte le mètre
le mètre linéaire de chaussée refaite à magenta. C'est moche, parce que c'est très laid, c'est du bricolage. Hein. Il te fout un petit arbuste merdeux, un banc, une piste cyclable au milieu du trottoir. C'est-à-dire que un mec est censé passer en roller, alors que tu es censé pouvoir marcher avec ta grand-mère. Enfin, c'est délirant, ça ne marche pas. C'est de la merde. Ce n'est pas solide. Moi, je vois ce qu'ils ont fait la rue de Bretagne. T'as vu, c'est du goudron noir pourri, les lampadaires Napoléon IV. C'est déjà tout dégradé. Les arbres sont déjà en train de crever parce qu'ils n'ont pas de terre. C'est du décor en fait, c'est du décor de cinéma. Ils n'ont pas d'argent vraiment. Ils font tout au rabais. C'est que du cygne. C'est-à-dire que ça va devenir très moche. C'est antifonctionnel et il y a un maire derrière qui va être obligé de tout recasser et de remettre dans l'autre sens. Et on va payer 2 fois parce que ça coûte des milliards et des milliards. Hein. C'est hallucinant. C'est-à-dire que normalement, dans une période révolutionnaire, les gens qui ont fait ça, ils peuvent être guillotinés s'il y a un Robespierre qui vient. Hein. Il peut y avoir de la guillotine. Hein. Ça mérite, hein, largement. Hein. On en a guillotiné pour moins que ça, je dirais. À Paris. Oui, moi j'ai quitté Paris, j'y viens que pour le boulot, parce que j'ai une telle souffrance quand je me souviens de ce qu'a été mon Paris à moi, le Paris de ma jeunesse, que je préfère vivre en province, oui. Je vis même à la campagne, quoi. Hein. Mais je reviendrai, comme le Cid, tu sais, sur mon cheval, quoi, je sais pas, je reviendrai, c'est ce que je dis. Mais pour l'instant, j'attends. Bah, quand on voit, avec la mondialisation, et on voit ce que sont devenues les capitales mondiales, et qu'on voit que Paris est encore moins cher que Tokyo, que Londres, etc., ça peut encore être bien pire, en tout cas au niveau de la montée du mètre carré, de la dépossession des Parisiens de leur ville, parce que à terme, Paris deviendra une ville où tous les happy few du monde auront leur habitation secondaire ou tertiaire ou quaternaire, parce qu'ils ont un pied-à-terre dans chaque capitale. C'est la vision de Jacques Attali, tu sais, la surclasse transnationale, le nomadisme, tu vois. Ouais. Et donc à terme, on imaginera un Paris où il n'y a plus de Parisiens, on payera quelques connards, tu sais, déguisés en... Il y aura même des gens qui feront vitrier, tu sais, d'ailleurs des mecs des intermittents du spectacle qui seront déguisés qui auront les uniformes des petits métiers du vieux Paris, tu sais, pour les types qui sont là, parce qu'à la fin ils vont se rendre compte que c'est plus Paris quand même, ceux qui achètent. Parce que c'est ça le paradoxe, c'est que ceux qui achètent pour être à Paris, c'est mon Paris qu'ils aiment, tu vois, c'est le Paris village, etc. Et quand ils viennent, ils le tuent. Parce que moi, là où je suis dans le Marais, quand je suis arrivé, c'était encore le Paris village, le Paris mixte, le Paris un peu populaire, tu vois. Et les bobos sont venus parce qu'ils aiment ce Paris-là et ils le tuent, tu vois. C'est ça qui est hallucinant, tu vois. Ils aiment le Paris populaire et ils viennent le tuer, tu vois. Ce sont des vampires, c'est-à-dire qu'ils viennent saigner le Paris populaire. Ils n'ont même pas cette espèce d'honnêteté d'aller là dans des lieux qui leur ressemblent, tu vois. Des lieux prétentieux, froids, à la limite, le lieu qui serait naturellement pour eux, et peut-être un jour j'en ferai un camp pour eux, un camp de ouais, un camp, on les mettra là. C'est la Défense. C'est le seul lieu qui mérite, c'est le lieu qui leur ressemble. Ils devraient tous vivre à la Défense, normalement, parce que c'est ce qui correspond à leur vision du monde. Ils n'ont pas à foutre les pieds dans le 11e, dans le 19e, dans le 18e, à la Fourche, tu vois, au Batignolles. Normalement, ils n'ont rien à voir avec tout ça. C'est pas eux qui ont fait cette ambiance, cet univers, tu vois. C'est d'autres gens, tu vois, avec d'autres valeurs. Et je crois qu'on va arriver à un moment donné où on aura un Paris à 80 000 balles le mètre carré, où il n'y aura que des Japonais, des milliardaires américains, des Israéliens, enfin tu vois, tous les happy few de la mondialisation financière, et avec des intermittents du spectacle déguisés en ramoneurs, en boulangers du 19e, tu vois, des poulbeaux, tu sais, tu vois, ou alors les gosses des écoles, s'il en reste encore, parce qu'à mon avis, pourquoi il y aurait de gosses, ou alors des gosses adoptés par des pédophiles, je sais pas, mais qui seront certainement des petits Philippins. On les déguisera en petits poulbeaux pour voir des petits poulbeaux courir, ou je sais pas quoi. Enfin, on peut arriver... On peut pousser très très loin la logique. Et d'ailleurs, cette logique s'auto-génère elle-même, et il faudra bien qu'une force contraire et extérieure arrête la progression de cette logique, parce qu'elle ne s'arrêtera pas d'elle-même. C'est ce qu'on appelle en philosophie l'hubris, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison que ces gens-là arrêtent leur processus, puisque c'est le gag belge, là, tant que je gagne, je rejoue, quoi. Hein. Jamais personne ne s'auto-limite. C'est pour ça qu'il y a finalement toujours des mouvements révolutionnaires et du chaos. Les gens vont toujours jusqu'au bout de leur connerie, de leur erreur. Ils vont jusqu'au bout. Et comme ça rapporte du pognon, l'immobilier, parce qu'en réalité, les gagnants continuent à gagner, là. Hein. Il y a de plus en plus de gens qui perdent, mais les gagnants n'ont jamais autant gagné. Donc si on a une vision globale, on peut trouver ça absurde, mais si on a une vision ultra-élitiste des joueurs gagneurs, eux, ils gagnent de plus en plus et de plus en plus. Et avec Delanoë, ils n'ont jamais autant gagné. La ville de Paris n'a jamais été aussi riche, puisqu'elle touche sur chaque transfert
sur chaque vente d'appartements et d'immeubles, elle touche un pourcentage, donc la ville n'a jamais été aussi riche de ce point de vue-là. Ils feront exposer les impôts locaux, tout est planifié, il n'y aura plus un pauvre à Paris, plus un salarié, plus une classe moyenne. C'est déjà le cas. Du coup, tu n'as plus d'administrés qui t'emmerdent, parce que ces gens-là ce qu'ils veulent, c'est des musées, mais des crèches, ils en ont rien à foutre, des hôpitaux, ils y vont pas, donc c'est tout bénéfice, tu vois. Ils votent pas en plus, ces gens-là, ils votent pas dans le lieu, donc de toute façon, euh, euh, quand on dit ouais, les Parisiens souffrent, etc., tu dis ouais, mais comme ils souffrent, on les vire. Après, ils votent plus parce qu'ils sont plus parisiens. Tu vois ce que je veux dire, il y a une espèce de logique obscène qui ne pourra être arrêtée que de l'extérieur, et je dirais par la brutalité. Hein, il va falloir leur botter le cul, c'est clair qu'ils ne s'arrêteront pas. La raison ne sera pas le moyen de les arrêter. Hein. Aucune chance. On dit oui, mais les Français sont riches, l'État est ruiné, mais la France a une épargne privée énorme, c'est vrai. Mais il y a un critère important, c'est que les Français s'emmerdent, ils sont très dépressifs, on est les plus gros consommateurs d'antidépresseurs du monde. Donc c'est-à-dire que cette vie ne les amuse pas, ils s'emmerdent, c'est même s'ils consomment, s'ils sont pas dans la... Il y a aucune misère matérielle, mais il y a une misère spirituelle énorme. C'est-à-dire qu'on est passé d'un monde où la vie matérielle était dure, mais où la vie spirituelle avait infiniment de charme. Et ce monde s'est totalement inversé. On a une vie matérielle assez facile et une vie spirituelle d'une pauvreté inouïe. Et là, on se rend compte que cette détresse spirituelle est une forme de paupérisation, une forme de misère qui largement aussi grave que l'autre. Hein. D'ailleurs, on l'expérimente. C'est les nouvelles misères, ça, c'est les sociologies, la nouvelle sociologie de la misère. Hein, parce qu'en banlieue, c'est ce que je disais, il n'y a pas de miséreux en banlieue. Les mecs des émeutes, ils sont habillés, ils bouffent, ils ont des téléphones portables avec télé. C'est pas les favelas, c'est pas la période mexicaine de Buñuel, tu vois. C'est pas Los Olvidados. Mais n'empêche que ils supportent pas leur vie tous les jours, tu vois. Donc, et ça, c'est un fait anthropologique qu'on doit intégrer. La France est un pays de merde, on vit une vie de merde, tout le monde s'emmerde, les riches comme les pauvres, il y a quelques connards qui jouissent, parce que vraiment, ils sont allés très très loin dans la destruction de leur propre âme, tu vois. C'est-à-dire pour eux, la vie est une espèce de slalom entre les musts, tu vois. C'est une course au must, tu vois. Et ces gens, ils pourront pas tenir la boutique très longtemps. Hein. Et je pense qu'à un moment donné, même, il y aura peut-être une alliance objective entre tous les miséreux, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les cadres miséreux, les catholiques miséreux, tous ceux qu'on en a marre, qui sont peut-être capables pour se dire, on a les mêmes ennemis, on va peut-être s'allier, parce que c'est... Et là, je vois se dessiner quelque part le rapprochement étrange entre la colère de Dieudonné et la colère des lepénistes, tu sais? À un moment donné, tu te dis que Bernard Lévy a raison, il n'y a plus tellement d'écart entre... Il y a beaucoup plus de fraternité entre Dieudonné et Le Pen qu'entre Dieudonné et tous les gens qui l'ont marginalisé, quoi. Alors qu'il venait de ce milieu-là, tu vois. Et finalement, est-ce que c'est pas ça la France qui peut se sauver demain? C'est un Le Pen et un Dieudonné qui se tendent la main, qui se mettent à se parler en disant voilà, ça c'est la France des Gaulois, ça c'est la France des immigrés. Évitons les intermédiaires, parlons. Finalement, on se rend compte que ces gens-là ont peut-être les mêmes valeurs de dignité, de travail, tu vois, ce sont des bonhommes, quoi. Tu vois, on voit que on est face à des êtres humains, tu vois. Et je crois d'ailleurs que les autres en face en ont très peur, hein, que cette jonction puisse s'opérer, tu vois. Et c'est pas totalement utopique de penser que, à cause de toute l'accumulation d'erreurs des autres, ça puisse se faire, à force de les pousser, tu sais, on les pousse dans les bras l'un de l'autre, tu vois. Et d'ailleurs, le rapprochement Dieudonné Le Pen, c'est l'abjection absolue de toute la boboïtude standard, hein. C'est la monstruosité absolue. Or, pour moi, c'est le plus grand espoir. Bon, là j'ai décidé d'arrêter de faire de la fausse modestie parce que ça se verrait. Donc c'est vrai que mon livre est bon. Le mec, il a réussi un truc énorme quand même, tu vois, de devenir la Françoise Sagan de l'époque, ce qui est très très difficile, c'est-à-dire une réussite totale, en étant quand même le meilleur de sa génération, parce qu'il faut quand même pas mentir, c'est quand même un très bon, tu vois, en étant infiniment pervers, parce qu'il y a quand même des trucs très très vicelards dans ses livres, et moi je pense que son dernier bouquin est peut-être beaucoup plus antisémite que le mien, tu vois, si on sait le lire, tu vois, et que les gens qui ont un peu de finesse l'ont remarqué. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas eu Goncourt d'ailleurs, et que BHL s'est arrangé pour qu'il ne l'ait pas en montrant bien à Nourricier que c'était lui le patron, tu vois, parce qu'il y a tous ces arrière-plans qui sont assez drôles. Moi, Houellebecq, c'est le seul mec qui me pose problème en termes de... C'est un mec qui a un destin, qui a une stratégie qui est autre que la mienne et qui est totalement valable. C'est un balèze, quoi, tu vois. Pour moi, Dantec, c'est une truffe, Bec BD, c'est une truffe, tu vois. C'est des petits joueurs, c'est le bac à sable. Houellebecq, c'est balèze. C'est un mec
qui a une force, quoi, tu vois, qui maîtrise, c'est un maître, tu vois. Et il fait un truc que je sais pas faire. Et moi, je sais pas, moi, je me rends pas du tout compte de ce que je maîtrise. C'est-à-dire que je suis pas du tout admiratif de moi-même parce que je n'ai aucun recul par rapport à moi. Et je ne me pose de problème que par rapport à ce que je sais pas faire. Donc, je suis très admiratif de tout ce que je sais pas faire. Et j'ai aucun sentiment de fierté pour ce que je sais faire. Parce que moi, ce que je sais faire, ça me paraît, bon, c'est normal, quoi. Mais par contre, je me dis, putain, Houellebecq, je saurais pas faire ce qu'il fait. Ça m'impressionne, tu vois. Alors peut-être que lui se dit, Soral, il y a des trucs qu'il fait que je saurais pas faire. Je sais pas. Mais moi, Houellebecq m'impressionne, c'est vrai. Hein. Déjà, être aussi célèbre, aussi riche, et travailler autant, c'est pas facile. C'est un mec qui a une énorme force de caractère. Hein. C'est un colosse, quoi. Il faut se rendre compte de ça. Et puis c'est un mec qui, avec l'air de rien, est un maître tacticien. Il a une manière de dominer la situation qui est pas du tout la mienne, tu vois. Et qui m'impressionne. C'est vrai que j'ai pas, si tu veux, l'arrogance ou l'espèce de côté, le petit con jaloux qui dit du mal de Houellebecq, tu vois. Houellebecq, je peux le critiquer, tu vois. J'ai fait des textes pour expliquer politiquement pourquoi il avait eu 3 périodes, qu'il était passé de la critique du libéralisme à l'apologie du libertarisme, tu vois. Et quand c'est en ça qu'il avait été récupéré et qu'il était devenu le champion finalement des classes moyennes, et il a été un déculpabilisateur au lieu d'être un culpabilisateur. Il n'est pas un moraliste en réalité, il est un déculpabilisateur. C'est pour ça que c'est un type qui a un succès immédiat, et que peut-être c'est ce qui lui coûtera une partie de sa postérité, parce que peut-être ça peut se retourner sur Houellebecq, tu vois. Il sera peut-être considéré comme moins grand que dans 20 ans qu'aujourd'hui, tu vois. Mais en tout cas, il a réussi un coup énorme, et il est bon, quoi. Je veux dire, toi, les gens qui me disent qu'il écrit mal, font doucement rigoler, tu vois. Je te dis franchement que c'est le mec qui écrit le mieux de notre génération, tu vois. Là, je vais le déclarer solennellement, ça m'étonnerait que j'écrive un livre avant longtemps, entre guillemets. C'est-à-dire que là, j'ai fini un cycle. Tu vois, dans Misère du désir, je disais qu'il fallait faire la révolution, et donc il fallait arrêter d'écrire. Et là, le héros, il meurt. Hein. Et d'ailleurs, tu as vu, c'est un seppuku, j'ai inventé un seppuku assez moderne. Le mec meurt de sodomie dans un backroom, tu vois. Sodomie, voilà, il se fait éclater l'anus dans un backroom pour se fondre dans la normalité contemporaine, de n'être plus qu'un trou du cul. Et il accepte de mourir, espèce d'acte. C'est très proche de l'acte de Mishima, hein. C'est du Mishima contemporain, tu vois. Mishima au backroom. Et donc là, le Robert Gros, c'est moi, est mort. Et moi, c'est moi en tant qu'écrivain là qui suis mort. Ça, je pense que je vais pas. Si j'écrivais un nouveau livre maintenant, je pense que j'écrirais un livre de trop, ça, il me semble. Donc là, il faut que je vive à nouveau des trucs, puisque finalement, vers la féminisation, jusqu'où va s'en descendre, Socrate à Saint-Tropez, Misère du désir et Chute, là, ça crée une espèce de cycle, qui avait commencé avec Sociologie du dragueur, qui est un peu mon œuvre maîtresse. Je suis au bout d'un cycle. Hein. Là, je me répéterai. J'ai tout dit là. Donc là, il faut que je vive à nouveau des trucs. Donc je vais arrêter d'écrire, des livres, et je vais essayer de vivre des choses à nouveau. Et comme la période est politiquement intéressante, je vais voir si je peux vivre des trucs sur le plan politique. Je vais essayer d'agir. Ça sera peut-être plus du journalisme, je sais pas. Mais je crois que je vais pas écrire un bouquin avant longtemps. Et le prochain bouquin que j'écrirai, ce sera pour tirer parti de cette période qui s'annonce là. Après la mort de Robert Gros, là je rentre dans une nouvelle période de ma vie, qui est la période bientôt de la cinquantaine, de l'âge adulte, parce qu'on a une génération d'attardés terribles. Donc là je vais rentrer dans mon âge adulte. Là. Après, peut-être qu'après, dans 10 ans, j'écrirai des bouquins d'adultes. Là, c'est la fin de la période adolescente. Vous préférez quoi, moi ou Bec BD? Je veux dire, c'est qui le héros de la jeunesse? C'est moi ou Bec BD quelque part? C'est qui le mec, le héros du film? C'est pas Bec BD, c'est clair. Je veux dire. Donc de toute façon, c'est prouvé mathématiquement. Oui, voilà. Bon.